Un sujet vraiment tendu, l'affaire Elisa Pielaski avec son chien Curtis, qui est au cœur du procès qui s'ouvrait mardi dernier. Effectivement, le procès de Christophe Ellul, qui est pour homicide involontaire 6 ans et demi après la mort de sa compagne enceinte, s'ouvre ce mardi à Soissons. C'était donc mardi dernier. On sait que l'élément central du dossier, mais n'aura pas son mot à dire, le chien Curtis, soupçonné d'être à l'origine de la mort d'Elisa Pielaski. Elisa Pielaski, qui est donc cette jeune femme qui a été retrouvée morte à la suite de blessures de chien. Elle aurait appelé son compagnon juste avant en disant que des chiens de chasse l'attaquaient. Et son conjoint aurait dit: Vas-y, lâche Curtis, vas-y, lâche-le. Et il aura retrouvé sa compagne enceinte bien plus tard, décédée malheureusement. Et donc, la jeune femme de 29 ans, enceinte de 6 mois, promenait l'animal de compagnie de son conjoint le 16 novembre 2019 dans la forêt de Retz, dans l'Aisne, quand elle a visiblement été attaquée par un ou plusieurs animaux. Elle est morte de ses blessures quelques minutes plus tard. Plus de 6 ans après les faits, le procès de son compagnon Christophe Ellul, renvoyé pour homicide involontaire, s'ouvre ce mardi devant le tribunal correctionnel de Soissons. Au cœur de l'enquête donc, Curtis, âgé de 2 ans à l'époque, depuis il est en réclusion dans un chenil de Haute-Garonne, dénonce Alexandre Novion, avocat de Christophe Ellul, également partie civile au procès. Considéré comme scellé vivant, une situation assez exceptionnelle, l'animal pourrait être présent au procès. Généralement, les pièces de conviction sont apportées en salle d'audience, rappelle le conseil, tout en précisant qu'il n'y a pas eu d'informations formelles quant à la présence du chien. Au contraire, Sophia Salmeron, qui défend l'association Les Amis de Sam, partie civile dans le dossier, ne pense pas que l'animal sera présent. Ça m'étonnerait qu'un magistrat ou le procureur veuille la présence de Curtis à l'audience. Pour en faire quoi? Le mettre dans une cage toute la journée, s'interroge-t-elle. Contacté, le tribunal n'a pas répondu aux sollicitations de 20 minutes. Le point central de l'affaire, Curtis serait alors le grand absent du procès, car c'est la principale interrogation: quel animal a mordu à mort Elisa Pielaski? Christophe Ellul maintient qu'il s'agirait d'une meute de chiens de chasse qui était dans le secteur à ce moment-là et qu'en aucun cas Curtis est le responsable des morsures. Mais certains éléments jettent le doute sur cette version, notamment un message envoyé par le prévenu à sa conjointe après que celle-ci l'a prévenu qu'elle était attaquée: Je le fais piquer. Tout comme l'examen vétérinaire, l'expert a trouvé que le chien avait eu un comportement relativement agressif. Il a d'ailleurs mordu son maître, ainsi qu'une bénévole de la fourrière, pendant la période des investigations. Curtis a été entraîné. Ouais, ça c'est un petit peu. Oui, il est relativement agressif, mais c'est-à-dire qu'il a quand même un changement de vie radical. Il est passé d'une vie en famille dans la fourrière. Ensuite, bah, l'examen vétérinaire, ça a dû faire tout drôle à ce chien. Donc, ça, relativement agressif, oui ou non. C'est-à-dire que c'est quand même un changement de vie radical pour lui, et une source de stress énorme. Curtis a été entraîné au saut en hauteur et saut en longueur, ainsi qu'au mordant à l'international, parce qu'en France c'est interdit, aurait expliqué Christophe Ellul pendant l'enquête. Il apparaît donc comme dangereux et imprévisible, selon le rapport du vétérinaire qui a examiné Curtis en décembre 2019. Un constat contredit par l'avocat de Christophe Ellul, selon Maître Novion. Cette période stressante pour l'animal ne permettait pas d'émettre un avis objectif sur sa dangerosité. Je suis entièrement d'accord. Curtis vit désormais dans des conditions différentes de celles dans lesquelles il a été élevé, argumente-t-il, soulignant le jeune âge du chien au moment des faits. C'est ça, c'est un jeune chien de 2 ans qui, du jour au lendemain, il y a eu probablement un attroupement fou pour récupérer le chien. Il y a probablement eu tout un protocole de cage de ci, de ça. Je trouve que c'est pas forcément une réponse. Peut-être que le chien est réellement agressif, c'est pas la question. C'est que donner un avis objectif sur une période très stressante, c'est pas tellement nous-mêmes avoir un avis objectif sur un humain alors qu'il est en phase de stress élevé, on n'aurait déjà pas un avis objectif sur lui, donc c'est compliqué. C'est pourquoi maître Sophia Salmeron, qui se présente aussi comme l'avocate de Curtis, demandera une nouvelle expertise comportementale vétérinaire de l'animal. Il n'a pas été examiné dans de bonnes conditions pendant l'enquête, estime-t-elle. Or, le sort du chien est étroitement lié à celui de son maître. S'il requiert la condamnation du propriétaire du chien d'homicide involontaire, le parquet pourrait demander l'euthanasie de l'animal comme peine complémentaire. Et même en cas de relax, le tribunal conserve une forme de liberté quant au sort du chien.
Trois possibilités apparaissent pour l'avenir de Curtis. Si son comportement violent est confirmé, l'euthanasie est la seule option possible. Dans le cas contraire, Sophia Salmeron plaide pour une retraite paisible dans un foyer adapté, comme ceux gérés par l'association Les Amis de Sam. Reste aussi l'adoption pour une nouvelle famille. Alexandre Novion assure avoir été contacté de nombreuses fois par des particuliers sensibles à l'histoire de ce chien, mais ce n'est pas le souhait de l'avocate Sophia Salmon. Jamais un tel chien peut être à nouveau adopté. Oui, c'est aussi vrai que c'est vrai que j'ai vu également quand ça avait pris de l'ampleur que beaucoup de gens voulaient le récupérer, mais le problème c'est que actuellement on ne sait pas ce que ce chien a vu, ce que ce chien a vécu et on ne sait pas ce qu'il a fait concrètement, donc, et on le saura probablement jamais vraiment. Donc c'est très compliqué de l'amener dans une maison saine avec ce qu'il a pu vivre. Dans aucun cas, Curtis ne retrouvera Christophe et Lul, même s'il le défend par intime conviction, vivre avec ce chien serait un poids de cristallisation de souvenirs beaucoup trop pénibles. Et donc nous avons ensuite la suite, puisque Affaire Pilarski, des dernières paroles d'Elisa à sa mort, ses mystères enterrés avec elle. Là actuellement je vais au plus loin pour reprendre au plus près, hein, bien sûr. C'est tout ce que demandent son oncle et sa mère. Qu'a dit Elisa Pielaski à Christophe Ellul quand elle a appelé son compagnon le 16 novembre 2019? Jugé pour homicide involontaire par le tribunal correctionnel de Soissons, le prévenu a constamment livré la même version pendant près de 7 ans, du premier interrogatoire à son procès. Elle m'a dit qu'elle était mordue par des chiens, elle avait du mal à tenir Curtis, je lui ai dit lâche-le. Les chiens évoqués sont ceux qui font partie de la meute de chasse à courre qui avait lieu au même moment dans la forêt. La version de Christophe Ellul, l'oncle d'Elisa Peraski, 29 ans et enceinte le jour de son décès, n'y croit pas. Il y a des choses pas claires, lance-t-il à la volée. La mère de la victime, très proche de sa fille, aimerait aussi savoir ce qu'Elisa a dit exactement à Christophe quand elle l'a appelé au secours. Si elle l'a appelé lui, c'est parce qu'elle ne savait pas comment maîtriser Curtis à ce moment-là, sinon elle aurait appelé le 15, assure sa mère endeuillée. Cet appel a duré 2 minutes 15, rappelle l'avocat des parties civiles, maître Guillaume Desmarques, qui représente la Société nationale de vénerie. Cet ultime appel téléphonique d'Elisa gardera un certain nombre de secrets, souligne-t-il dans sa plaidoirie. À partir de 13h23, Christophe Ellul rappelle la victime à 22 reprises, mais Elisa ne répond plus. Ils disent pas si ça a raccroché ou si elle a raccroché ou si juste le téléphone s'est coupé et malheureusement elle est décédée ensuite. Parce que 2 minutes 15 c'est quand même largement suffisant pour dire qu'elle était mordue par des chiens, etc. 2 minutes 15 ça fait long, quoi. Donc il y a forcément quelque chose qu'elle a dit, etc. Peut-être que ça tournait en rond et que justement elle n'arrêtait pas de dire la même chose, par contre. Puisque bah, elle avait peur. Je veux dire, on a ce réflexe de dire plusieurs fois au téléphone quelque chose. Si la personne ne comprend pas, si on est apeuré, bah, on nous comprend encore moins, etc. Dans une forêt, on n'a pas forcément non plus beaucoup de réseaux. Dans l'Aisne, mort d'Elisa Pilaski, qui est le profil de Curtis, le pitbull suspecté d'avoir tué sa maîtresse. Sa première impression avait été plutôt bonne. Un regard doux vers les gens, mais aussi de nombreuses cicatrices. Quand il est examiné une première fois par un éducateur comportementaliste canin, 2 jours après la mort d'Elisa, dans l'Aisne, Curtis est officiellement un croisé départemental terrier Whippet. Chien de chasse au sanglier et au blaireau, le paternal est reconnu pour son caractère tenace, ne relâchant pas, hargneux, redoutable, explique le professionnel, qui se réfère au passeport de l'animal. Sauf que le document est un faux. Né le 23 octobre 2017 dans un élevage aux Pays-Bas, Curtis est en fait un American Pitbull Terrier interdit en France en raison de sa dangerosité. Il me semble que l'American Pitbull Terrier n'est pas interdit en France et qu'il n'a pas de classification. Il est interdit en France. Oula. Non. Non, bah non. Hop. Il est interdit. Est-il dangereux? Est-ce que les pitbulls sont catégorisés? Interdit. Ah oui, il ne reste aucun American Pitbull Terrier légalement en France. Ah oui, effectivement, il n'est pas autorisé. Ce n'est pas un chien de race. Son père s'appelle Vin Diesel et sa mère Itam Black Beach. Elle a été importée illégalement et n'a pas été enregistrée au fichier national d'identification des carnivores domestiques. Ce que le comportement d'Ellis observe, c'est que le chien semble obsédé par le jeu de la chasse. Dès qu'il mord un objet, il ne le lâche plus. Bon, après, il a 2 ans aussi, hein. L'éducateur le fait jouer, et puis il a surtout été éduqué aussi en mordant. L'éducateur le fait jouer avec une balle de basket qu'il dépiote en quelques minutes.
un gros chien quoi. Le portrait qu'il dresse de Curtis est assez inquiétant. Il ne semble pas faire de distinction entre les partenaires sociaux, les gens et les chiens et les boudins du mordant, voire le gibier. Ah oui, ça c'est plus problématique. 3 jours plus tard, c'est un vétérinaire qui le voit. Oui, ça on l'a lu. Hors de contrôle. En septembre 2020, des nouveaux examens démontrent qu'une fois omnibulé sur l'acte de morsure, Curtis est hors de contrôle. Mais en présence d'un boudin fixé au plafond, il est capable de rester suspendu à 2 mètres du sol par la seule force de sa mâchoire. La conclusion est imparable, le chien Curtis avait bien fait l'objet d'un dressage au mordant sur l'heure suspendu, interdit en France. Ce que les différentes expertises montrent, c'est que le chien de Christophe Ellul n'est pas intrinsèquement méchant, mais qu'il a été conditionné de telle façon qu'il peut devenir dangereux. Bon, comme beaucoup de chiens, à vrai dire. Je pense que ce chien a une éducation particulière, écrit encore le vétérinaire, et ne considère pas la morsure comme un interdit, mais plutôt comme une activité récréative. Après la morsure, il est apaisé, comme après une séance de jeu. Qualifiant un tel dressage de contre-nature, il juge que le conditionnement dont a fait preuve Curtis doit être considéré comme un acte de maltraitance animale, ce que la juge d'instruction a d'ailleurs retenu à l'encontre de Christophe Ellul au titre des circonstances aggravantes. Risque d'euthanasie. Toujours placé actuellement en refuge dans le sud-ouest de la France, Curtis reste sous étroite surveillance avant le procès, qui sera aussi le sien d'une certaine manière. Bien qu'il n'ait évidemment aucune existence pénale et aucune condamnation ne puisse être prononcée à son encontre, la décision des magistrats ne sera pas sans conséquence sur lui. Son euthanasie, en effet, pourrait être ordonnée par le tribunal. Et donc, on a également l'euthanasie, malheureusement, c'est quelque chose donc de récent maintenant. On est sur le 5 mars, donc il y a seulement 3 jours. L'euthanasie du chien Curtis et 4 ans d'emprisonnement avec sursis contre son maître requis au procès de l'homicide involontaire d'Elisa Pielaski. La peine de mort par euthanasie a été requise jeudi 5 mars devant le tribunal correctionnel de Soissons contre le chien Curtis, désigné comme l'unique auteur direct de la mort par morsure d'Elisa Pilaski le 16 novembre 2019 en forêt de Retz contre son maître Christophe Ellul, jugé pour homicide involontaire. La procureure a demandé 4 ans d'emprisonnement entièrement assorti du sursis simple. Je vais pas pouvoir vous lire tout, mais je vais vous lire au moins cette partie-là. Pendant près de 2 heures, une démonstration limpide et rigoureuse a répondu à 7 ans de polémiques tortueuses et rumeurs complotistes. C'est vrai qu'il y a eu énormément d'affaires complotistes autour de cette affaire. Ce n'est pas illogique. Je trouve pas. Enfin, il y a eu beaucoup de gens qui trouvaient ça stupide de voir un complot, mais ce n'est pas stupide parce que pendant presque 2 3 semaines, vraiment l'actualité a été gorgée c'est la chasse à courre. Il y a eu énormément de versions qui corroboraient sur le fait que elle avait dit qu'il y avait des chiens et elle a été retrouvée avec des morsures et donc ça ne paraissait pas illogique que qu'il y ait une morsure de son chien, oui peut-être, mais qu'elle a été tuée par son chien, ça paraissait plus illogique dans cette version-là. Mais il a été vu bien après que ça a été, c'était sa mâchoire à lui qui a été retrouvée que sur elle. Et que les chiens n'avaient pas de traces visibles d'affrontement, enfin les chiens de chasse. Pendant près de 2 heures, une démonstration donc, un ton juste et mesuré a répliqué au déferlement de haine sur les réseaux sociaux et aux menaces de mort qui se sont répandues jusque dans les cabinets d'avocats et les bureaux de magistrats chargés de ce dossier. Je souhaite que cette histoire, telle qu'elle a été jugée et débattue, soit désormais la vraie histoire, a dit la procureure Lodene Otuno, celle d'un drame pour la famille Elisa Pelaski et pour Christophe Ellul, compagnon de la jeune femme et père de l'enfant qu'elle portait. Et donc, on a, des nouvelles, mais juste avant, on va voir un feed Facebook. Donc, c'est l'association AVA, Agir pour la vie animale, qui, le 1er mars, donc un petit peu avant, disait: alors que le procès de Christophe Ellul s'ouvre ce mardi, vous êtes nombreux à nous interpeller sur le sort du chien Curtis, présumé coupable de sa mort. Depuis le 16 novembre 2019, jour où Elisa Pierlaski a été retrouvée décédée en forêt, tuée par un ou des chiens, nous n'avons cessé de défendre Curtis. Notre président, le docteur vétérinaire Thierry Bedossa, s'est lui-même personnellement investi dans cette affaire pour tenter de plaider sa cause. Il est intervenu dans de nombreux médias à ce titre.
Plus de 6 ans sont passés et nous n'avons jamais cessé de penser à Curtis. Jamais cessé de l'imaginer dépérir dans le box exigu où il est emprisonné depuis, dans l'attente de son jugement. Non, Curtis n'est pas mort. Pas encore, mais son destin ne tient qu'à un fil. Nous avons repris contact avec Maître Novion, l'avocat de Monsieur Ellul, et nous lui avons fait savoir que nous serions disposés à accueillir Curtis si ça lui permettait d'éviter l'euthanasie. Pour qu'au moins il ait une fin de vie digne, dans un environnement sécurisé, adapté à ses besoins. Dans notre sanctuaire, Curtis ne serait pas enfermé à perpétuité dans une cage, il vivrait dans un grand enclos extérieur, sous l'étroite surveillance de notre équipe. Et Curtis a le droit de vivre. On a donc affaire Perlaski, une pétition signée par plus de 10 000 personnes veut sauver le chien qui a tué sa maîtresse. Et à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus. Je vais essayer de retrouver. Alors, c'est dommage d'avoir fermé. Hop. On a... Et donc actuellement, la pétition est à 26 461. Si vous pensez que Curtis devrait ne pas être euthanasié et devrait avoir une grâce, n'hésitez pas à la signer, bien évidemment. Donc on voit qu'il y a eu pas mal de signataires et que ça continue à monter. Il avait 2 ans quand il a été enfermé, aujourd'hui il en a 8 et il risque l'euthanasie. Curtis a aujourd'hui 8 ans et demi, lorsqu'il a été placé en détention il n'avait que 2 ans. Je pense que les dégâts sur le chien doivent être colossaux par contre. Depuis ce jour, il vit enfermé depuis plus de 6 ans, privé de liberté dans l'attente d'une décision qui pourrait lui coûter la vie. Cela signifie qu'il a passé la majeure partie de son existence derrière des barreaux. Aujourd'hui, le procureur a requis l'euthanasie. Le verdict sera rendu le 11 juin. Mais une chose essentielle doit être entendue, une alternative sérieuse, responsable et sécurisée existe. L'association AVA, reconnue pour son engagement et son expertise dans la protection animale, s'est officiellement proposée pour accueillir Curtis à vie dans son refuge sanctuaire sécurisé. Ce sanctuaire dispose d'infrastructures spécialement adaptées pour les animaux nécessitant un encadrement particulier, d'équipes professionnelles et expérimentées et de protocoles stricts garantissant la sécurité du public, du personnel et de l'animal. Cette prise en charge sera accompagnée par Thierry Bedossa, docteur vétérinaire reconnu internationalement pour son expertise en comportement animal et en protection animale. Autrement dit, Curtis pourrait vivre dans un lieu sécurisé, sous la supervision de professionnels qualifiés et sans représenter de danger pour la société. Dans ces conditions, l'euthanasie ne peut plus être considérée comme la seule solution possible. Curtis a déjà payé un prix immense, plus de 6 années dans sa vie passée enfermée. Le condamner aujourd'hui à mort reviendrait à lui refuser toute possibilité de finir sa vie autrement que dans l'isolement ou dans une salle d'euthanasie. Pourtant, une alternative existe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'un chien n'est pas... Enfin, on n'a pas le fin mot. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu un plaidé coupable, etc. Enfin, un plaidé coupable. C'est-à-dire que la personne, le conjoint, a effectivement dit qu'il n'avait pas d'autre choix que ça soit Curtis. Mais ça ne change pas. Ça ne change pas que c'est un chien qui a déjà vécu 6 ans en isolement et qu'il n'y a pas eu encore de vraies preuves qu'il y avait une vraie méchanceté sur le chien, à part qu'il était entraîné au mordant. S'il y a des alternatives qui permettent au chien de vivre dignement sa fin de vie, parce que bon, bah, il commence à être âgé, et en plus que ça soit sécurisé et que ça ne demande rien, je pense que le choix est vite répondu. Je pense que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il y a un moment, ça paraît dur, mais voilà. L'animal dont l'homme de 51 ans a reconnu mercredi pour la première fois une potentielle culpabilité vit depuis le drame dans un chenil considéré comme scellé vivant. Et voilà, on voit ce pépère qui vit dans un box. Hein, voilà, c'est littéralement, il vit dans un box depuis plus de 6 ans, alors que il n'est pas, enfin, les circonstances sont quand même très vagues. Très vague. L'alternative en question, la grâce du chien, est définitivement le sanctuaire de l'association AVA. Donc c'est ce qu'on a parlé. Donc on avait également une photo de Curtis avec sa maîtresse décédée. En soutien de sa demande, l'auteur de la pétition avance que l'association dispose d'infrastructures spécialement adaptées et une autre association de protection animale, les Amis de Sam, partie civile, s'est proposé également d'accueillir Curtis et lui éviter l'euthanasie, estimant qu'il pourrait être rééduqué et ainsi cesser d'être dangereux.
Pour l'animal et son maître, moi je pense que rééduquer à 8 ans, ça paraît un petit peu compliqué, mais je doute pas de la bonne volonté des bénévoles par contre. Pour l'animal et son maître, Christophe Ellul, contre qui 4 ans de prison avec sursis ont été requis, il faudra patienter encore quelques mois avant d'être fixé sur leur sort. La décision du tribunal correctionnel de Soissons, mise en délibéré, sera rendue le 11 juin. On fera un addenda à ce moment-là le 11 juin. Je sais que c'est une vidéo qui était un petit peu longue. C'est un sujet qui me touche, étant donné que j'ai moi-même un animal, j'ai moi-même des animaux, mais j'ai un chien, et je trouve ça important d'en parler. Voilà, je vous fais à tous des gros bisous, et puis je vous souhaite une bonne journée. Et je mettrai le lien de la pétition en source, comme je fais toujours, et donc vous pourrez la signer si vous êtes pour sa grâce. Voilà, des bisous.